Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Un peu plus de 4 mois après l'avènement au pouvoir en Guinée du CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, où va la transition guinéenne? Dans quelle direction va la transition guinéenne? À ce stade, peut-on déjà parler d'une certaine impasse politique en Guinée? Talibé Bari pose la question. Est-ce la fin de la période de grâce pour le CNRD? Que faut-il pour sortir cette transition de sa dynamique poussive? Des questions et d'autres que Mirador pose à l'instant T à son invité, son premier invité prestige pour le compte de cette saison Anaconda, en l'occurrence M. Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines UFR, ancien premier ministre, qui nous a rejoint sur ce plateau. M. Sidia Touré, bonjour, bonne arrivée. Bonjour tout le monde et surtout merci pour l'invitation. Bienvenue. Content d'être le premier invité de cette nouvelle année. Merci. Que je souhaite bonne pour vous tous et pour notre pays. Merci de l'honneur que vous nous faites également. Nous sommes très heureux. Première question avec vous, Talibé Bari. Alors, Monsieur le Président, nous en parlions tantôt. Vous avez été reçu, entre vous, acteurs politiques, par le président de la transition. La forme de cette invitation, notamment cette image montrant des personnalités comme vous en train d'être appelées pour monter dans un bus à destination du palais Mohamed V, ça a choqué plus d'un Guinéen. Au sortir et après avoir certainement vu avec ces le images recul, qui ont circulé sur Facebook, ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il n'y a pas de recul. Disons qu'on aurait pu mieux faire. D'autant plus que pour la cérémonie de prestation de serment, on nous avait envoyé des véhicules pour nous prendre, pour nous envoyer au palais. Mais vous savez, si j'avais refusé de monter dans ce bus, c'est un autre commentaire que vous aurez entendu. Ouais. Voilà. Donc je n'ai pas beaucoup prêté attention à cela. Nous sommes allés. Le problème c'est que ça a pris énormément de temps. Et arrivé devant le palais, on a des démineurs qui sont montés dans le bus pour vérifier qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Alors que bon. Des détecteurs de bombes, de métaux. Enfin, en tout cas, c'était écrit démineurs dans le dos. Donc il y a eu beaucoup de choses de ce genre. Mais je ne retiens pas tout ça. Je retiens l'essentiel de la discussion qu'on a eue à l'interne. Et c'est quoi cet essentiel? Non, c'est essentiel. Il y a ce qui a été dit. Mais c'est quelque chose qu'on connaît d'habitude. Il y a le temps qu'on n'a pas laissé pour qu'on puisse s'exprimer sérieusement. Il y a surtout ce que j'ai dit dans mon intervention. Il faut nous avertir au moins 3 jours avant pour qu'on puisse se concerter pour venir à des choses comme ça, pour pouvoir dérouler ou tout au moins présenter quelque chose de concret. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu surprenant, j'avais pensé qu'à la fin du discours, le président, le premier ministre et le ministre seraient descendus pour parler un peu avec nous. Nous serrer la main, discuter, faire connaissance. Ben, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on a fait une journée, c'était un peu compliqué, mais bon, l'essentiel a été dit. Moi j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que le président Sidia il parle de l'essentiel. Or, nous le disions avant que vous nous rejoigniez sur ce plateau. Pour ma part, je donne mon opinion. Cette rencontre n'aura servi à pratiquement rien. Est-ce que une rencontre qui, au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle on vous dit, le CNRD vous dit, allez-y, vous entendre, retournez à vos discussions, comprenez-vous pour que vous puissiez nous donner la possibilité de mettre en place ce CNT, ce futur CNT, ce fameux CNT qui se fait désirer. Non, ça, je crois que ça ne correspond pas à la réalité des faits. Ce n'est pas à nous de déterminer le CNT. Il y a 81 membres dans le CNT. Les partis politiques en ont moins de 20%. Nous nous sommes constitués en coalition à l'époque et nous avons déposé les listes de ces 15 personnes que nous devrions désigner. La suite de l'opération appartient bien sûr au CNRD. C'est à eux de décider. Ce n'est pas la première transition que nous avons. Nous avons déjà fait cette opération en 2009. Elle s'est passée un peu plus rapidement. Donc je pense qu'ils devraient revenir à leur devoir de constituer cette entité pour qu'on puisse engager un débat serein au niveau du Conseil national de transition. Ça nous aidera tous. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'en recevant vous, acteurs politiques, et en vous renvoyant la question du CNT, alors que comme vous le rappelez, vous n'y avez que 15 places, est-ce qu'on veut vous faire passer pour
des boucs émissaires pour justifier la non mise en place. Ou des empêcheurs, d'avancer. J'ai été surpris par cette déclaration, honnêtement. Bon, le fait est que nous avons désigné nos gens et que nous n'avons que 19%. Donc je pense qu'il faut sortir de là. Voilà, il faut en sortir. Il faut en sortir. Allez-y, Djamé. À votre avis, le CNRD n'est pas en train de traîner les pas pour justement gagner du temps dans cette transition? On est à plus de 4 mois quand même. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps? Plus le temps passe, plus les problèmes s'accumulent. Et je crois que ce n'est pas un bon calcul de s'imaginer que de cette manière on gagnerait du temps. Et je ne crois pas que ce soit vraiment le calcul. Si c'est le cas, il y a une erreur de casting quelque part. Il faut que le débat s'ouvre. On ne peut pas l'occulter. Parce que nous sommes quand même en transition, quels que soient, si vous voulez, les bons points que nous avons accordés au colonel pendant tout ce temps. La transition reste la transition. La communauté internationale est derrière nous pour ça. Les relations de la Guinée avec... ce n'est pas les voisins seulement, à l'international, sont assez compliqués pendant cette période-là. Les financements extérieurs, les affaires qui ne se font pas. Plus cela tarde, plus ça constitue une bombe au niveau économique et financier que nous allons trouver devant nous bientôt. Bien. Alors, la suite avec vous, Mohamed. Voilà. Alors, Monsieur le Président, parlons des sanctions de la CEDEAO contre la République sœur du Mali. Que dire de la réaction du CNRD? Est-ce que vous avez été surpris? Et quelles sont les conséquences? Il n'y a pas de conséquences particulières, mais je pense que cette déclaration, on n'avait pas besoin de la faire. Nous sommes dans une situation où nous étions déjà exclus des instances de décision de la CEDEAO. Il était normal de constater que les décisions là-bas ne s'appliquent pas à nous, puisqu'on n'y était pas. Mais ce n'est pas la peine de déclarer pour des raisons, ça ne sert pas à grand-chose, dans la mesure où nous ne sortons pas de là. La CEDEAO, c'est nous-mêmes. Vous savez, j'ai un grand frère qui est en même temps un beau, l'ancien premier ministre du Congo, Henri Lopez. Il est marié à la fille de notre grand frère Charles Gagné, qui était professeur agrégé de médecine. Et il a écrit dans un de ses bouquins, et je me moquais de lui en lui rappelant ça. Il était premier ministre du Congo et il s'est retrouvé en Chine. Et il a rencontré Mao, qui lui a dit que le vrai problème de l'Afrique, c'est que nous avons de trop petites populations, il faut se mettre ensemble pour faire un ensemble. Je vous parle des années 70. Bien. Et quand il a rencontré Chouan Lai, auquel il avait demandé, c'était l'ancien premier ministre chinois, de l'aide pour une histoire de sucrerie au Congo, il lui a dit cette phrase, il dit « Les fleuves lointains ne peuvent pas éteindre l'incendie chez vous. Nous sommes trop loin. Vous devez vous entendre avec vos voisins. » Nous avons nos voisins. Effectivement. On ne peut pas faire autre chose que d'avoir nos voisins. Donc je pense que le mieux, c'est d'entretenir avec nos voisins les meilleures relations possibles. Les bravades, les déclarations. Nous sommes en train de gérer un État. C'est extrêmement compliqué. Tout ce qui peut contrecarrer votre dessein d'aller de l'avant, à mon sens, n'est pas une bonne opération. Donc, toutes ces déclarations contre la CEDEAO, dont nous faisons partie, dont on a signé les dispositions, ça ne me semble pas très performant. Ça pourrait braquer davantage la CEDEAO contre cette junte? Non, la CEDEAO, ce n'est pas une personne. C'est une entité de 15 pays, dont nous-mêmes, les gens veulent simplement s'assurer qu'ils n'auront pas de coup d'État chez eux aussi, avec des militaires qui vont s'installer pendant 5 ans, 6 ans. Quand on pose ce problème à quelqu'un comme Nana, qui est le président du Ghana, il vous dit le mandat chez nous, c'est 4 ans. Si vous venez nous parler de 6 ans et demi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus de ça, c'est l'exemplarité qui leur fait peur. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire, ils sont assis chez eux, vous avez vu ce qui vient de se passer au Burkina. Il y a une tentative. Parce que tout simplement, on se dit, si nous laissons faire ce qu'il y a au Mali, parce que pour le moment, nous, on n'a pas dit qu'on veut rester 4 ans ou 5 ans. Mais ceux qui l'ont dit, les gens se disent, mais pourquoi est-ce que dans ce cas, mon colonel-major ou mon général qui est là ne prendrait pas le pouvoir pour s'installer pour 6 ans? Donc en fait, c'est leur propre problème qu'ils essayent de résoudre. Mais je veux dire, le problème propre à une organisation qui est considérée comme l'une des meilleures en Afrique aujourd'hui qui fonctionne. Effectivement. C'est ça. Alors, allez-y, la suite avec vous, Lincoln. Monsieur le Président, le Mali désormais veut faire de la Guinée un rempart contre la CEDEAO. Vous avez vu que le pays a été célébré du côté de Bamako, les délégations maliennes sont à Conakry. Est-ce que cela ne pourrait pas attirer plus d'ennuis? Et en dépit de cela, on a assisté à la sortie du procureur général
après la cour d'appel Charles Wright qui annonce des poursuites par rapport aux crimes commis, Sous Alpha Condé, au notamment. vandalisme sous Alpha Condé et beaucoup d'autres mesures. Est-ce que quelque part vous ne sentez pas également les politiciens visés quand on parle du vandalisme pendant ces événements douloureux en Guinée? Écoutez, la justice, c'est la justice. S'ils ont envie de lancer une procédure, ils n'ont qu'à la lancer, on verra exactement où est-ce que ça va nous mener. Quant à nos relations avec le Mali, bon, que les Maliens aient une porte pour venir parler avec les... Tant mieux, hein, je n'ai rien contre cela. Mais je veux dire, ça ne résout pas le vrai problème du Mali aujourd'hui, qui reçoit quand même l'essentiel, parce que c'est un pays enclavé. Avant même qu'on en parle, on parle de dispositions financières, c'est d'abord un pays enclavé, et qui a besoin d'entrer vers la mer. 70% des marchandises du Mali passent par le Sénégal, 30% par la Côte d'Ivoire. On ne passe pas ici, bien qu'on soit le plus proche, parce que nous, on n'a pas de route pour y aller. C'est ça le problème aussi simple. Donc, bon, on vient... Vraiment, je ne vois pas d'inconvénient. Ils peuvent venir ici discuter avec nous et repartir. Ça ne change pas les sanctions, ça ne change pas les idées des uns et des autres sur cette question-là. Les problèmes sont posés, il faut trouver des solutions. Vous avez vu qu'on a engagé l'Algérie là-dessus. Et ils ont souhaité s'engager pour une transition de 12 à 16 mois. C'est bien ça. La Mauritanie qu'on a interrogée dit qu'il faut les élections cette année. Donc bon, les choses ne vont pas au-delà de ce que la CEDEAO a exigé. À mon sens, il faut trouver des solutions. Bien. Le dialogue est la meilleure solution pour ça. Bien, Monsieur Sidia Touré, président de l'UFE, vous parlez de dialogue avant de passer la parole à Kumba. Est-ce qu'au cours de ce fameux déjeuner de travail du week-end dernier, est-ce qu'il a été question justement de ce fameux cadre de dialogue que vous réclamez tant à la junte? C'est la meilleure solution pour sortir de là. Dans le temps que j'ai eu pour mon intervention de 2 ou 3 minutes, je l'ai dit, il faut qu'on puisse s'asseoir pour parler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été un peu surpris qu'à la fin de l'intervention du colonel, il ne soit pas venu vers nous avec le Premier ministre pour au moins serrer les mains, voir comment ça va. Et bon, écoutez, il y a des choses qu'on ne dit Comme il pas l'a dans fait un par discours. exemple avec la presse. Bon, en tout cas, nous, on ne l'a pas vu. Nous, quand il a fini, il est parti. Bon, après, donc voilà, j'estime que ce dialogue est absolument nécessaire. La classe politique est celle qui va compétir pour aller aux élections. Donc, je ne vois pas de raison qu'on ne puisse pas discuter avec elle. Vous pouvez dire qu'il y a certains leaders qui sont comme ci, comme ça, mais en réalité, on ne peut rien changer à cela. Lors de la compétition, vous aurez des candidats politiques en face de vous. Et on vous accuse de ne pas rester, hein, parce que... De ne pas rester où? Oui, qu'après la rencontre avec le président, que vous devriez être avec le Premier ministre finalement, c'est les politiciens qui sont partis. Ah ben pas du tout, ils sont sortis bien avant. Bien. La suite de l'interview, de cette interview avec le président de l'UFR, M. Sidia Touré, ancien Premier ministre, avec vous, Kumba Diallo. Monsieur Sidia, moi j'aimerais bien qu'on aborde le terrain qui vous sied le plus, je l'imagine, le budget. Le Premier ministre a adressé une lettre de cadrage aux différents ministres concernés par l'élaboration du budget 2022. Mais il se trouve que c'est un processus qui s'engage à une période où l'État, si vous voulez, à cause des subventions que l'État accorde à l'importation des produits pétroliers à travers la réduction des taxes, est évalué à environ 450 milliards de francs guinéens selon des sources douanières que nous avons contactées pour simplement le mois de novembre. Est-ce que vous vous attendez à un succès d'un tel montage budgétaire pour l'année 2022 ou est-ce que vous avez des orientations, des propositions à faire? L'autre sujet sur lequel j'aimerais avoir votre lecture, c'est que probablement M. Alpha Condé sortira de ce pays entre 13h et 17h. Ça fait deux trucs. Bien, deux questions. Deux questions. Peut-être qu'il va noter. Vous pouvez noter. Bien. Ben, sinon, je m'arrête sur ces deux d'abord et j'aimerais bien que avant d'aller à la pause, l'occasion de revenir. Bien. Oui. Non, sur le premier, en ce qui concerne le budget, j'ai lu les explications du ministre en la matière. Le vrai problème, on a fait un cadrage budgétaire et puis on a fait un budget pour 2022. La question, c'est de savoir est-ce que les recettes seront là. Les recettes sont liées à l'activité. Pendant cette période de transition, qui est une période d'incertitude, l'activité, elle est atone. Donc vous allez écrire un budget, mais au moment où il faudra recevoir des fonds pour que vous puissiez les dépenser, ben, je crois que ça risque de poser problème. Donc il est bon que
Je trouve que c'est bien cadré, il n'y a pas de problème. On a un déficit, il faut de l'endettement, mais on va s'endetter auprès de qui pendant cette période-là? Donc on a énormément de problèmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis qu'il faut avancer. Parce que quand il n'y a pas de perspective, les affaires ne fonctionnent pas. Si vous ne savez pas de quoi demain est fait, vous gardez votre argent en attendant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc oui, il y aura un problème au niveau des recettes. Je pense que ça posera problème. Il y aura un problème pour combler le déficit qui a été indiqué. Parce que je ne vois pas d'où viendra l'emprunt. On m'a dit qu'on va faire des bons du trésor auprès de qui? Les banques locales peut-être, mais en tout cas pas les Guinéens. Ouais. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Bien, ceci nous conduit à la pause, Kumba. Nous marquons une pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. On revient pour poursuivre cette interview avec M. Sidia Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre, qui est notre tout premier invité prestige pour le compte de cette saison Anaconda. On revient avec lui pour parler justement de la sortie éventuellement de Alpha Condé du pays à partir d'aujourd'hui et d'autres sujets également sur la conduite de la transition en cours en Guinée avec le président Sidia Touré. Mirador, parole directe, l'interview vérité. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, Akumba, c'est vous qui aviez posé la question sur Alpha Condé. Oui, il restait la question relative à l'éventuelle sortie de M. Alpha Condé aujourd'hui pour le Caire. Qu'est-ce que vous en pensez? Des organisations de défense des droits de l'homme estiment que Alpha Condé ne devrait pas être autorisé à aller se soigner dans ces conditions, alors qu'il pèse sur lui, en tout cas, des soupçons de crimes de sang durant sa mandature. Tout ça est, à mon sens, lié à la personnalité de l'individu. J'estime que si Alpha est malade et que nous n'avons pas d'hôpitaux ici, il peut aller se soigner. Mon ami qui vient de décéder au Mali avait pour habitude d'aller se soigner à Abu Dhabi, mais il revenait dans la concession familiale. La preuve, c'est là qu'il est décédé. La question pour Alpha, est-ce qu'il s'en va pour se soigner et revenir, ou est-ce qu'il s'en va définitivement? Si c'est pour aller se soigner et revenir, je ne vois vraiment pas d'inconvénient à cela. Mais c'est dans la responsabilité du CNRD de s'assurer de ce que les choses se passent correctement. Il ne pourrait pas représenter un danger pour la Guinée pour cette transition s'il venait à rester en dehors de la Guinée? S'il reste en dehors de la Guinée, nous ne sommes plus dans un cas normal. Il va falloir que le CNRD assume ses responsabilités par rapport à cela. Moi, je conçois que quelqu'un qui est malade aille se soigner. Je dis, le président du Mali, il allait, puis il revenait. Il l'a fait au moins 3 fois avant qu'il décède. Donc, bon, maintenant, si c'est vraiment un départ définitif, c'est qu'il l'aurait décidé comme ça. Ce sera à eux d'assumer les responsabilités. Bien. Talibé, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que, au moins, pour rassurer l'opinion, il fallait au moins l'inculper pour les crimes présumés de sang ou crimes financiers? On n'arrive même pas à mettre en place le CNT, ça fait beaucoup de dossiers en même temps. Si réellement Alpha est malade, qu'il aille se soigner. Qu'on s'assure qu'il reviendra dans un mois, comme cela avait été prévu. Oui, mais il y a des plaintes qui sont annoncées. Il y a des plaintes qui sont déjà déposées par notamment des victimes de 2010 à 2020. Oui, je ne vois pas d'inconvénient. Les choses peuvent aller ensemble dans la mesure où il revient au pays. Et si ce problème se pose dans la mesure où il ne revenait pas. Mais ça, c'est au CNRD de nous dire comment il compte gérer cela. Bien. Avant d'évoquer donc la gestion des affaires du pays par le CNRD depuis 4 mois, des mots globalement, si on vous demandait, est-ce que cette transition va dans la bonne direction? Que direz-vous, M. Sidia Touré? Écoutez, moi j'étais en exil pendant presque 1 an dehors. Donc le 5 septembre, quand il y a eu le coup d'État, vous pensez bien que j'étais parmi ceux qui ont trouvé qu'il y avait au moins une solution de rentrer chez moi. Bien. Donc à partir de là, nous avons constaté un certain nombre de choses, de décisions. Bon, il fallait attendre au moins 2 ou 3 mois, 4 mois. On y est maintenant. Il va falloir mettre un coup d'accélérateur. Jusque-là, des décisions ont été prises, un gouvernement a été constitué, il a été un gouvernement civil. Disons qu'on a créé la CRIEF. Bon, il va falloir mettre un peu plus d'eau dans le moulin pour que ça tourne. Il y a un peu de retard à l'allumage, je crois qu'il faut accélérer, mettre en place le CNT, c'est nécessaire
Parce que comment on va dire, la charte n'a pas réglé certaines questions. Elles vont l'être au niveau du CNT. Les débats vont s'y engager. Il faut le faire pour donner un contenu autre que militaire à ce Conseil national de transition, à ce CNRD. Donc ça me semble absolument la prochaine étape et tous les éléments constitutifs à leur niveau existent pour qu'on puisse y aller rapidement. Bien. Et c'est dans cette voie que le Premier ministre Biavogui a récemment présenté la feuille de route de son gouvernement au président de la transition, feuille de route éminemment politique qui a à son agenda l'élaboration d'une nouvelle constitution, l'organisation des élections de la base au sommet, etc. etc. Qu'en pensez-vous de cette feuille de route? Non, nous avons... C'est la feuille de route du Premier ministre. Nous avons fait des propositions parce que le débat qui a lieu actuellement autour du CPP, il ne faut pas oublier que nous avions déjà, en fin septembre, déposé des mémos au niveau du CNRD sur la conduite de la transition. Oui. Ces mémos ont été rédigés par des coalitions de partis politiques. Et nous avons demandé un certain nombre de choses, oui, notamment la durée de la transition, le problème de la Constitution. Nous estimions dans nos documents à l'époque, oui, que la Constitution de 2010 était une Constitution suffisamment élaborée et qu'Alpha Condé l'avait mis de côté parce qu'il y avait des dispositions dans cette Constitution qui ne permettaient pas sa révision, notamment, oui, pour les cas de troisième mandat. Donc il n'avait pas besoin d'aller faire une rédaction nouvelle, ainsi de suite. Donc sur ces questions-là, nous avions déjà des avis. Et l'objectif du CPP, dont on parle beaucoup en ce moment, dont on va parler tout à l'heure, était justement de discuter de ces questions-là et de déposer, disons, un mémo pour dire, voilà, la classe politique sur la Constitution, le code électoral, ainsi de suite, voilà son point de vue. Maintenant, bon, il reste à voir ce que nous allons pouvoir, mais nous allons revenir, quelle que soit la forme par laquelle cela se fait, nous allons redéposer de nouvelles conclusions, de nouvelles recommandations sur ce problème d'élection du base au sommet. Ouais. Vous connaissez ma position sur les élections de quartier. Bien. Je m'y étais opposé depuis le temps d'Alpha Condé. À envoyer les partis politiques dans les villages et dans les quartiers, à mon sens, c'est source de dissension. Donc, bon, il y a des questions, nous allons nous y prononcer et nous déposerons nos conclusions par rapport à ça. Bien. Mais sur la question des élections, le débat aujourd'hui se porte au niveau de qui va organiser, de quel organe va organiser ces élections. Il y a une confusion dans le décret portant attribution du MATD, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il y a un flou sur le rôle que va jouer justement le MATD en tant que tutelle par rapport à l'organe qui va piloter, qui va avoir la charge d'organiser les élections. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce flou, il est entretenu, il est créé à dessein pour créer la confusion? Non, pour le moment, juridiquement, ce n'est pas défendable. C'est pourquoi l'organisme de gestion des élections fait partie des 5 points dont on devait discuter au CPP et qu'on a mis de côté pour parler d'autres choses. Pourquoi? Parce que la CENI a été obtenue, si vous vous souvenez bien, après des grèves ici en 2006-2007 et des négociations avec le président Conté qui ont duré pratiquement 4-5 mois. Et c'est une loi organique. Donc un décret ne peut pas changer cela. Donc il faut qu'on y revienne et qu'on nous fassions des propositions. Nous allons faire des propositions. Est-ce que ce sera une nouvelle CENI? Est-ce que ce sera une CENI technique et en même temps une CENI qui aura comment on va dire ça, du personnel au niveau de l'administration du territoire? Ça, nous allons faire des propositions. Donc vous réclamez une CENI? Ça ne peut pas être supprimé juste parce qu'on Parce que en l'espèce, cet organe, il est rattaché désormais au MATD. Ça vous inquiète? Ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Au CNT, ce sera un débat. C'est la raison pour laquelle il faut aller rapidement au CNT. Parce que c'était une loi organique, c'est-à-dire 2/3, qui a instauré la CENI d'abord. Vous ne pouvez pas faire un décret pour annuler cela. Mais si c'est au CNT où vous n'avez que 15 représentants, est-ce que tout n'est pas réuni pour que si c'est l'option prise par le CNRD, que ça passe. Que ça passe comme lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de CENI et que l'organisation des élections revienne au MATD. Il ne faut pas percevoir les partis politiques comme un corps étranger au reste de la Guinée. Il y a des gens là-bas qui sont là, qui ne sont quand même pas forcément des gens des partis politiques désignés comme tels.
mais qui sont des intellectuels guinéens qui connaissent quand même l'intérêt de ce pays et qui peuvent se battre pour des idées. Je pense que quand le débat sera ouvert, on sera bien surpris. Oui, mais c'est à ce niveau qu'il y a des inquiétudes parce que beaucoup penseraient aujourd'hui qu'au niveau de la sélection, le CND pourrait mettre des gens à qui pratiquement à sa cause et qu'au CNT, on pourrait mettre pourquoi pas les politiciens en minorité en cas de vote. Ce que je dis, c'est de croire que les politiciens d'un côté et que les autres de la Guinée de l'autre côté. Nous avons eu cela en 2009, si vous vous souvenez bien. Les débats qui ont eu lieu. Nous n'étions pas mieux représentés. Je crois qu'on était 25% ou 30% dans le CNT de 2009. De 2010. De 2009-2010. On a constitué en 2009, il a siégé en 2010. Mais pendant cette période-là, les débats ne se sont pas faits sur la base parti politique d'un côté et reste de la Guinée de l'autre. Donc j'estime que le débat permettra d'ouvrir les yeux des uns et des autres pour qualifier le processus démocratique que nous recherchons tant, pour avoir des élections propres qui peuvent nous entraîner une fin de transition que nous souhaitons plutôt que d'avoir des gens qui sont aux ordres et qui... Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais bien, nous restons sur les élections. Mohamed, si tu permets, on parle à présent du fichier électoral avec vous, Yami. Justement, parlant du fichier électoral, selon vous, est-ce qu'il faut forcément aller à un recensement général de la base au sommet? Est-ce qu'il faut tout reprendre pour avoir un fichier qui fasse consensus? On est obligé de revenir à cette coalition, pas une coalition, ce collectif des partis politiques. Nous avons 5 sujets dedans sur lesquels on devait se prononcer. Les sujets, c'est sur la Constitution, le code électoral, le fichier électoral, qu'est-ce qu'il y a encore, la durée de la transition et l'organisme de gestion des élections. Voilà les 5 points sur lesquels on devait avoir des commissions discutées et avoir un document qu'on devrait déposer. Donc cette discussion, elle n'a pas eu lieu. Certains ont des positions radicalement opposées. Nous allons discuter de cela. C'est cela qui doit être le travail, normalement, de ce collectif. Donc je ne peux pas vous dire exactement quelle est la position de tel ou tel. Au moins la position de l'UFR. Non, la position de l'UFR, on l'exposera en réunion. Notre position est qu'on doit introduire le plus d'indépendance possible pour que personne ne puisse contester les élections qui vont avoir lieu. Le plus d'indépendance possible. Soyez plus explicite, monsieur le président. C'est le français, c'est ça. Pour nos auditeurs, quand même pour nos auditeurs. La question... Est-ce que l'UFR est favorable à un recensement général dont découlerait le fichier électoral? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'on peut recenser les... Il ne faut pas allonger tout cela. Les primo-votants. On peut absolument recenser les votants. Quand on a fait la révision en 2018, on a demandé à tout un chacun d'aller se présenter devant les machines. Si votre nom y est, tant mieux, on vous donne votre carte. Si elle n'est pas, si vous ne venez pas, c'est que vous n'existez pas. C'est assez c'est pas compliqué. Donc on peut faire une révision du fichier électoral. Simplement. Il s'agit de savoir de quel fichier il s'agit. Ouais. Bon, parce qu'il y a le fichier de 2015 qu'on a un peu bidouillé, celle de 2010, peut-être celle de 2018 est un peu meilleure. Vous savez que les élections de 2020, ne m'en parlez pas, il y avait des millions d'électeurs que le professeur avait rajouté et que... 2,5 millions d'électeurs problématiques. Voilà, qu'on avait plus ou moins le mais en réalité, il y en a une bonne partie qui sont encore dedans. Pendant que l'UFR a son commissaire à la CENI. Mais le commissaire peut faire quoi? Il peut dénoncer les irrégularités. On l'a dénoncé 2 fois. On a 2 commissaires à la CENI. Oui, bien sûr. Ils l'ont dénoncé. Madame Samoura et M. Makanela, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bien. Allez, donc la suite. La suite, je ne sais pas, Monsieur le Président, pourquoi aujourd'hui les politiques tiennent mort du cuisson à un cadre permanent du dialogue pendant qu'ils peuvent attendre la mise en place du CNT? Pourquoi cela? C'est une question qui revient dans l'opinion. Qui ça? Mais écoutez... A-t-on besoin d'un autre cadre? Non, le CNT n'est pas un cadre de dialogue. Le CNT, c'est pour aller voter des lois. Le dialogue permet d'échanger sur les sujets les plus importants et d'accorder nos violons. Ce qui nous menace actuellement avec ce que nous voyons chez nos voisins, il est bon que nous puissions avoir des points de consensus sur des questions que nous défendrons ensemble, vis-à-vis même de la communauté internationale, en disant non, nous en Guinée, on s'est mis d'accord que comme ça, nous allons le faire. Si vous dites 6 mois, nous on a dit que vraiment 6 mois, c'est pas bon, nous sommes d'accord avec la gente qu'il en faut 15, ainsi de suite. Le dialogue permet, et ce dialogue-là, c'est pas seulement avec le CNRD,
c'est également avec la communauté internationale. Nous l'avons fait comme cela les années passées, ou tout le moins la fois dernière, et les résultats ont été que si c'est pas parce qu'on avait changé les résultats des élections après, nous devrions aller à des élections acceptables par tous. Donc non, ce cadre de dialogue, le CNT ne remplace pas en soi le cadre de dialogue. Le cadre de dialogue. Mais pour l'instant, il n'y a pas une volonté manifeste de la part des nouvelles autorités de la transition de mettre en place ce cadre de dialogue. Mais ça Nous commence n'avons déjà pas- J'ai avec envie la de dire rencontre. qu'elles ne sont plus toutes Nous nouvelles. hein. allons l'envoyer devant, elle va peut-être être notre porte-parole. D'accord. Monsieur le Président, ça a Justement. commencé avec cette première rencontre au palais. Est-ce que c'est pas le démarrage d'un dialogue entre les politiciens et la jeune militaire? Ça, c'était pas un dialogue. Ça, non. On vous a Et pas ça ne promis? présage pas d'un cadre. Non, ça, c'était L'ouverture. pas un dialogue. C'était, écoute, on a été écouté. D'abord, c'est en arrivant dans la salle que moi je suis qu'on venait pour présenter les vœux, premièrement. Deuxièmement, on a eu chacun 3 mais on était 200 dans la Non, mais salle. qu'est-ce qu'on vous avait dit au départ? Vous alliez pourquoi? Déjeuner. Pour un déjeuner de travail quand même. Déjeuner de travail? Déjeuner de travail ou travailler pendant le déjeuner. C'est pour cela que je dis qu'après les discours et surtout après le discours du président de la transition, honnêtement, je pensais que le Premier ministre lui-même serait descendu. Au moins, écoutez, on ne se connaît même pas. Au moins saluer les gens pour dire, bon voilà, nous commençons quelque chose. Il n'y a rien eu. Voilà. Le dialogue, c'est justement avoir la possibilité d'échanger. Et vous voulez me dire que vous n'avez jamais rencontré le colonel en face? Non, je l'ai rencontré une fois nuitamment. Oui, mais ça c'était juste au début de la transition. Pour dire, bon, félicitations, on est très content de ce qui arrive. Moi particulièrement parce que je suis rentré chez moi. Et que nous nous mettons à disposition pour qu'on puisse aller de l'avant et faire aboutir cette transition. Entre l'homme que vous avez rencontré nuitamment et celui que vous avez vu samedi passé, est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce que vous ne croyez plus Là, vous allez vraiment. Vous avez vu notamment pendant 20 minutes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que là. Oh, mais vous avez discuté. Est-ce que c'est un homme qui a changé? On ne s'est pas parlé avant-hier. là. Et le Premier ministre Bien, bien, on va essayer d'évoluer. On va aller rapidement. On va essayer d'évoluer. Sur le cadre de dialogue, si vous permettez. Moi, je reviens. Mais Bakar. Je reviens sur le cadre de dialogue. J'insiste. En l'absence de tout cadre de dialogue, est-ce que, je sais que ça vous inquiète, cette façon de conduire la transition, est-ce que vous dites que ce qui va arriver, en l'absence de cadre de dialogue avec le CNRD, c'est qu'on va vouloir, le CNRD va vouloir tout vous imposer et finalement ça risque d'aller en vrille? Non, on ne va pas nous imposer. On n'est quand même pas des enfants. On ne nous imposera pas tout. Nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Nous sommes là pour faire valoir nos positions. Nous sommes là pour avoir la capacité de les accepter ou non. Voilà. Par quel moyen? Ça, on verra. La transition, elle ne peut pas se faire sans les partis politiques de toute façon. Donc je pense qu'à un moment donné, on finira bien par s'asseoir pour parler. Très bien. Monsieur Et le toi, comment vous avez été Premier ministre? Comment vous trouvez M. Biavogui en tant que Premier ministre qui, certainement, à cette occasion, ne vous a pas rencontré? Personnellement, votre appréciation? Je pense que c'est lui qui devrait être à la tête du dialogue aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il y a actuellement le dialogue national en cours. Le Premier ministre conduit ce dialogue pour le compte du gouvernement. On a 17 partis politiques qui ont été choisis selon leur contribution, leur participation aux différentes élections et leur représentativité et qui ont engagé ce processus. C'est son travail, ça. Nous n'avons pas eu cette possibilité-là. Je pense que même en une fois, les partis majeurs, ils devraient pouvoir les rencontrer pour commencer à discuter, même en dehors du dialogue. Présenter le gouvernement, se présenter lui-même pour dire, bon voilà, nous allons avoir des contacts avec vous. C'est ce que moi j'attendais. Mais le ministre de l'administration du territoire, en recevant les partis politiques récemment, a dit qu'il le faisait sur instruction du Premier ministre. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Est-ce que ce Premier ministre, vous le sentez écrasé par le CNRD? Non, attendez là, il ne faut pas mettre tout ça dans des questions purement personnelles. Moi, je connais Biavogui. Bon, écoutez, voilà, il est Premier ministre, je dis, j'attends de lui qu'il participe à l'organisation de ce dialogue avec les partis politiques. C'est de son rôle. Effectivement. Voilà. Alors, Bien, la suite avec vous, Mohamed voilà, Kaba. Monsieur le Président, moi je voudrais qu'on déchiffre d'abord cette énigme-là pendant votre allocution au palais. Restez constant, car tout est fragile. Je voudrais vraiment que vous nous expliquiez ça. Qu'est-ce que cela sous-entend, vos propos ce jour-là au palais? Tout est fragile, restez constant. Non, c'est fragile parce que tout simplement, il faut qu'on se mette tous ensemble pour faire ce travail-là. Si on ne le fait pas, nous risquons de nous retrouver dans la situation du Mali. Et c'est une fragilité extrême parce que c'est à tous les niveaux.
Notamment quand vous commencez à toucher au portefeuille des uns et des autres. Vous savez, dans un premier temps, d'accord, ils applaudissent, mais quand il n'y a pas à manger à la maison, ils pensent autrement. Ouais. Donc je pense que nous devrons éviter des cas extrêmes comme cela. C'est le dialogue qui permettra de résoudre ces questions-là et de faire en sorte que, et dedans et dehors, nous sommes en mesure de dire à nos militants, nous avons parlé avec le CNRD, voilà ce qu'on a arrêté, contentons-nous d'aller dans ce sens-là, et à l'extérieur de dire à la CEDEAO, à l'Union européenne, oui, nous sommes d'accord avec notre transition pour mener les affaires de cette manière-là. Bien. Peut-être avant les questions économiques de Akoumba, parlons du CPP, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi un tel, Talib posait la question, pourquoi un tel regroupement politique? Quel est le sens et la portée qui se rattachent à la mise en place de ce collectif? Et pourquoi le choix d'un porte-parole et pourquoi le choix du porte-parole agite tant les esprits au sein du CPP? Posez les bonnes questions, parce que je ne vois pas du tout. Toute cette histoire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Le collectif des partis politiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Les partis politiques sont des structures organisées, c'est des associations avec des objectifs, avec une idéologie. Et tout. En tout cas, si c'est normal, si ce n'est pas la Guinée. Ouais. Quand vous regardez en France aujourd'hui, vous avez un spectre qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Ouais. Vous leur demandez de se mettre ensemble, s'entendre sur quoi? Et il n'y a pas d'entente possible. Le point sur lequel il y a eu des discussions, c'était de savoir les 5 points que je viens d'évoquer. De quelle manière est-ce que les partis vont se regrouper, puisque ce sont des problèmes communs, pour les soumettre au CNRD. Mais ce travail, nous l'avons fait en fin septembre, dans le cadre de nos mémos. Ouais. Et nous l'avons fait comment? Les structures qui avaient les mêmes perceptions de la transition sur sa durée, sur son organisation, ont fait des mémos. Nous, on en a fait chez nous, l'ANAD en a fait, nous étions les plus proches, on les a déposés. D'autres groupements l'ont fait aussi. Aujourd'hui, on dit, d'accord, ça n'avance pas, faisons en sorte que ces 5 points, nous ayons un point commun pour aller ensemble et déposer ces documents. C'est ça le problème de fond. La Constitution, le cadre électoral, l'organisme de gestion des élections, ainsi de suite, et la durée. On doit faire une proposition par rapport à ça. C'est ça le problème essentiel. Oui. Pourquoi tout d'un coup il y a un problème de porte-parole là qui vient diviser tout ça? Ce n'était pas prévu. Non, même si qu'il y ait c'était un prévu, porte-parole. je veux dire, ce n'est pas une coalition politique, ce n'est pas une alliance. Ni C'est une alliance électorale. C'est une plateforme, c'est tout. Oui. Vous appelez les gens, venez, on va discuter, on va faire. Après, on dit non. Ça n'a pas besoin donc de Mais porte-parole. il n'y en a pas besoin en réalité. Ouais. Donc la raison était qu'en sortant d'une réunion, celui qui a présidé la réunion, il fait bon, si vous commencez à vous arc-bouter sur ça, on se dit, mais de quoi il s'agit? Mais qui a initié cela? Au Mali, les plateformes comme ça, il y en a au moins 5 ou 6. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais la multitude des partis politiques a entraîné la création de multiples coalitions et qui sont basées sur je ne sais quoi. J'ai regardé les conclusions des assises pour la refondation au Mali. Oui. Au point 3, la recommandation, c'est de diminuer le nombre de partis politiques. Au Mali, pas ici. Hein. Ouais. Donc c'est pour vous dire que nous sommes engagés dans un truc où vous avez 150 partis, on ne sait pas d'où ça sort, et on vous dit, entendez-vous, mais on s'entend sur quoi? Moi je suis libéral. Il y en a là-bas, je ne cite pas de nom, un jeune avec nous, là, ils sont communistes. Et on s'entendra sur... Non, c'est pas une injure, mais Bien. on s'entendra sur rien du tout. Mais c'est pas fait pour ça. Bien. C'est fait pour aller aux élections et essayer de conquérir les électeurs. Alors si vous commencez à dire, entendez-vous, on s'entend sur rien. Le problème du porte-parole là est venu se greffer dans ça. On a dit, il n'y a pas de porte-parole. Il y en a qui disent non. Mais qui a émis cette idée? C'est l'ANAD. c'est Je qui? suis Qui est arrivé, porteur de cette idée? le lundi, je crois, le mardi 4. Il y avait eu une réunion le 3 où cette question avait été évoquée. Mais aussi, il faut que ce que vous avez comme culture du passé, l'expérience doit vous instruire. Ouais. Nous avons eu une transition ici, en 2009-2010. Ces problèmes ne se sont pas posés exactement de la même manière, mais pour éviter que les partis majeurs ne s'accaparent de tout cela, Alpha Condé, Selou et moi-même, on a accepté que un petit parti prenne le porte-parole là pour parler à notre nom. Le FUDEC, je Ça crois. a été Jean-Marie Doré. Ah, Jean-Marie, d'accord. Et PJ. mais le deuxième problème, même pour faire les réunions, on a choisi effectivement le FUDEC pour cela, Enfin, la pour France dire centrale. on va au siège d'un parti qui n'est pas majeur, comme ça, personne ne se plaindra. Si vous mettez ça de côté
Et les partis majeurs, vous dites non, un d'entre eux, mais les gens disent ils ne sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Là, vous êtes en train de tourner. Et votre position? Non, ça n'a aucun sens. Je veux dire, Mais peut-être que Jean-Marie, qui était porte-parole, a été plus tard Premier ministre. Peut-être que des gens ont des ambitions. Peut-être que ça mène tout droit à la primature et peut-être pourquoi pas à secrétariat. Non, écoutez, c'est la raison pour laquelle, mais ce que je vais vous faire comprendre vraiment définitivement, le CPP, c'est rien du tout. C'est un collectif de partis qui se réunit pour discuter de quelque chose. Une fois qu'on est sorti de là, il n'y a plus rien. Le RPG pourrait venir. Vous avez absolument. Saloum Cissé, Si vous ne commencez pas à mettre des gens en avant ou des trucs. Non, c'est un débat politique. S'ils veulent, ils viennent. S'ils ne veulent pas, mais il serait bon que tout ça reste dans le sens d'une plateforme. C'est informel. C'est rien du tout. Nous ne pouvons pas, même au sein de ce qu'on a constitué là, même dans les coalitions qu'on a, il y en a qui veulent une transition. Nous, et l'ANAD, on veut une transition de 15 mois. Mais il y en a dedans qui veulent 3 ans. Attendez, vous vous entendez comment pour faire un papier? Monsieur le Président, qui a proposé M. Cyril Dalein Diallo? Je n'étais pas là, je dis, je suis arrivé mardi. Oui, mais on peut faire le compte rendu. Non, on a fait le compte rendu, c'est l'ANAD qui a proposé. C'est l'ANAD qui a proposé. Le jour où c'est allé quand même dans tous les sens, c'était à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue à votre siège. Parce que vous avez présidé vous. Il y avait eu une première réunion à laquelle on ne s'est pas entendu. Je leur ai dit, je reçois la réunion le jeudi chez moi. Entre-temps, je vais consulter les uns et les autres. C'est ce que j'ai fait, mais les positions n'avaient pas bougé. Certains voulaient absolument qu'on s'en tienne au fait qu'il fallait un porte-parole en la personne du président de l'ANAD. Les autres disaient non, c'est une structure informelle qui n'a besoin ni de président, ni de chef de file, ni de porte-parole. C'est tout. Alors, on apprend que c'est Mamadou Sylla qui a été à l'origine de cette proposition et que vous vous opposez carrément, le président Sylla. Oui, c'est ce qu'on apprend. Vous êtes de ceux-là qui ont accusé Cellou Dalein comme porte-parole permanent du CPP. Mais moi, je ne veux pas de ça. C'est clair. Mais c'est clair quand même. Je ne me cache pas derrière quoi que ce soit. Le CPP n'a pas besoin d'un porte-parole permanent. Il n'y en a pas besoin. C'est tout. Pour certains, c'est la personne de Cellou qui pose problème. Ça n'a rien à dire. Non, je pense qu'il est très clair. À la base, il estime que ça n'a pas de sens. Ça ne doit pas exister. Voilà, c'est bien. Bien, on poursuit donc avec vous, Akumba. On s'intéresse aux questions de gouvernance. Oui, et peut-être avant même de poser des questions sur la gouvernance économique, sur votre préoccupation en ce qui concerne l'homogénéité du groupe. Je pense que même Spinoza est d'accord avec vous, tout corps composé appelé à la destruction. Absolument. Maintenant, je reviens sur la gouvernance économique. Depuis la prise du pouvoir, il y a eu assez de déclarations et assez de mesures aussi. Certaines d'entre elles ont été suivies d'applications, d'autres restent encore à l'état théorique. Mais quel est votre regard sur la mise en place, par exemple, de la Cour de répression des infractions financières, économiques et financières? Est-ce que vous êtes d'accord avec la formulation actuelle? Sinon, quel aurait été votre conseil? Et puis, faut-il nécessairement avoir une sorte de comité d'audit d'abord comme un outil préalable de production des documents sur lesquels la CRIEF pourrait se prononcer? Ou peut-être, quelle est votre vision à vous? Écoutez, c'est un domaine dans lequel on a besoin d'aller vite et dans lequel on a besoin de décisions fortes. Ouais. Nous étions tantôt avec Akumba, on était en train de parler des recettes, du déficit budgétaire et autres. Cet argent, il se trouve dans les poches d'un certain nombre de Guinéens. Il faut le chercher là où il est pour que vous puissiez abonder au moins votre budget pour aller de l'avant. L'une des premières choses, c'est que quand vous voyez un fonctionnaire, elle et moi, nous sommes fonctionnaires. Nous avons 3 ou 4 millions de francs par mois. Si on vient, on trouve qu'on a 35 milliards sur nos comptes, il faut qu'on aille en prison tout de suite déjà, avant même qu'on commence à discuter. Est-ce que ça... Non, c'est évident. Moi, nous avons un ami qui est l'ancien Premier ministre du Mali, Boubaye Maïga. On lui reproche dans l'achat de l'avion de Ibeka, qui a coûté 40 millions de dollars, mais des écarts, mais de quoi? Ça fait même pas $1 million. Il est en prison depuis 6 mois. Ouais. En attendant que l'affaire soit jugée. Comment voulez-vous régler Donc, au moins, régler ces questions-là. Si vous êtes fonctionnaire, vous avez 3 millions, mais jugez, elle ne peut pas avoir 35 milliards à son compte. Ouais.
et que moi j'ai 2 millions, mais que j'ai 20 milliards, mais il y a un problème. Donc là déjà, vous commencez par saisir ces comptes. Je parle de fonctionnaires, des gens qui travaillent pour le compte de l'État. Oui. Mais sinon, vous pensez que cet argent, pour combler le déficit budgétaire, on va le trouver où? Il est nulle part pour le moment. Les financements extérieurs, on ne les aura pas. Donc je pense qu'il faut ouvrir les yeux un peu et puis essayer de ne pas rêver sur la question. L'argent est là, il est disponible. Commencez, si vous voulez, vous faites les audits par le cabinet. Mais en attendant, il y a des cas flagrants. Des fonctionnaires qui disent... Moi, j'entends que on a convoqué des gens pour une histoire de 40 millions de francs guinéens. Écoutez, ça tourne au ridicule. Il faut qu'on soit sérieux, quoi. Ouais. Vous ne pouvez pas avoir des gens ici qui ont 20, 30, 40 millions de dollars. Et puis on dit que quelqu'un a perdu 4 000 euros. Il faut arrêter. Ouais. Donc votre propos est de dire que tout de suite... Avant même les audits. Avant même il faut les mettre ça audits, en avant même Absolument. toute action de poursuite. Si c'est prouvé qu'ils ont vraiment des fonds comme ça à leur compte, ils n'ont qu'à vous prenez l'argent, vous le mettez en épée, qui justifie tout ça bien. Ouais. Oui, parce que la CENTIF a fait un travail là-dessus. Des comptes ont été gelés, des comptes qui contiennent des milliards et des milliards de francs guinéens. Comment eux, ils ont des milliards de comptes sur un compte de la fonction publique? Ben, je ne sais pas. Donc c'est évident. Mais je veux dire, il appartient au CNRD de savoir où est-ce qu'ils vont. Parce que l'argent, ils ne l'auront nulle part maintenant que de ce côté-là. Et il s'agit de montants énormes. Moi, j'estime qu'il y a entre 10 et 11 milliards de dollars qu'on a perdus pendant ces 10 ans-là. Et qui sont entre les fonctionnaires, et ainsi de suite. Il faut arrêter, quoi. Est-ce que ça veut dire que la CRIEF, quelque part, c'est distractif? Non. Ils sont en train de se mettre en place, j'espère bien. Ceux-là, ils ont des rapports d'audit. Mais on a d'anciens rapports d'audit comme celui qu'Ousmane Kaba avait rédigé, ainsi de suite, qui permettent de commencer à parler des choses sérieusement. Mais dans un premier temps, je dis, en ce qui concerne les hauts cadres de l'État, de l'administration, membres du gouvernement, qui ont des comptes de ce niveau, écoutez, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il y a un débat sur la période que devraient couvrir les audits et toutes les poursuites qui devraient s'en suivre. La question de la prescription. Ouais, de la prescription. Faut-il aller au-delà de la période de quelle prescription vous partez de n'importe quelle période. Commençons par régler ce qui nous permet de gérer cette transition-là. Il faut des ressources. C'est qui est frais. Voilà, il faut des ressources. Des ressources, on n'en a pas beaucoup. Une bonne partie des fonds qui arrivent du secteur minier ont été perçus avant. Donc il y a du retard à l'allumage à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, l'activité est à tonne. Donc il n'y a pas de recettes. Et je vous ai dit, on a un budget déficitaire, on ne sait pas où emprunter l'argent. Par contre, entre-temps, vous avez des Guinéens qui détiennent des dizaines de millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour certains, le CNRD n'est pas transparent. Il aurait procédé à des saisies. On parle même des 30 millions de dollars qu'on aurait trouvé à Sékou Touré le 5 septembre. Tout cela, ça prouve qu'il n'y a pas de transparence quelque part. En attendant, je dis, si vous voulez appeler le cabinet d'audit, il en parle très clairement, et allez voir qu'est-ce qui se passe. Allez voir, il y a plein de directions comme ça, plein de sociétés où l'argent public s'est volatilisé. Et je dis, sans argent, on n'ira nulle part. Bien. Voilà. Vous êtes sur FIM FM dans Mirador. Merci de votre confiance. Encore 15 minutes à passer en compagnie de notre invité, M. Sidia Touré, président de l'UFR, qui déroule l'actualité en notre compagnie. Avant d'aborder la dernière thématique donc, sur la situation économique, le taux de change, l'inflation, le FNEX, et la Guinée qui est suspendue de la GOA aussi. Je voudrais avoir votre lecture de cette décision du gouvernement, du CNRD, de mettre beaucoup de cadres de la fonction publique à la retraite. Et il y a eu un millier de départs à la retraite au sein des forces armées et plus de 6300, on est pratiquement autour de 7000 cadres aujourd'hui qui ont été mis à la retraite au niveau de la fonction de l'administration publique. Quel regard vous portez sur ces départs massifs qui créent même des problèmes dans le fonctionnement de certains services? Je n'ai pas pour habitude de commenter tout ce qui touche à l'armée, parce que ça c'est loin de moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Mais en ce qui concerne les fonctionnaires, 6300 ou 6500 fonctionnaires, c'est énorme, en une fois. D'abord, si c'est pour des raisons de, comment vais-je dire ça, de corruption, j'estime que là-dedans, si vous essayez de travailler sur les dossiers des uns et des autres, il doit bien en avoir 1000 à 1500 qui n'ont pas volé d'argent. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le problème de l'expérience et de la continuité de l'État.
Aujourd'hui, si vous enlevez tous ces gens en même temps, la mémoire de l'administration, de cette direction, elle n'existe plus. Donc il fallait faire un choix par rapport à ça. C'est un problème éminemment important. On a nommé de nouvelles personnes, c'est très gentil. Le ministre est nouveau, le chef de cabinet est nouveau, le secrétaire général est nouveau, le secrétaire est nouveau. Attention, quand les dossiers viennent, qui dit, mais voilà comment on l'avait traité, les problèmes qu'on a. Non, il faut qu'il y ait de l'expérience. Entre-temps aussi, dans certains secteurs, l'élevage, la pêche et de tout ça, l'expérience, les stages qui ont été effectués permettent à certains de ces anciens de faire avancer les dossiers que les nouveaux ne peuvent pas. Je suis désolé, même s'ils ont tous les diplômes de la terre, il faut qu'ils aient fait du terrain. Donc ça, je pense qu'on aurait dû serrer un peu plus. Et j'ai entendu des choses du style, ouais, ça va créer de l'emploi. Mais non, la fonction publique ne crée pas d'emploi. Dans un pays normal comme la Guinée, si vous avez 150 000 jeunes qui sont sur le marché de l'emploi chaque année, quand je dis ça, ne regardez pas uniquement l'université. Regardez les techniciens, vous regardez les jeunes qui sont arrivés à l'âge d'aller travailler, c'est-à-dire la population active. L'État pourra en engager peut-être 10 000 par an. C'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Ouais. Ce secteur privé-là, il faut trouver moyen de le renforcer. Il faut trouver moyen de financer. Il faut trouver moyen de donner des assurances comme quoi, voilà où est-ce que nous allons. Vous avez une possibilité d'anticipation qui vous permet d'investir encore dans notre pays et de nous faire confiance. Attention, le temps qui court n'est pas notre ami, c'est notre adversaire. C'est notre adversaire. Donc je trouve que c'est vraiment beaucoup et qu'on aurait pu serrer un peu plus. Ouais. C'est pas trop tard. Parce que c'est pas la peine de renvoyer les employés et les récupérer après comme étant des contractuels. Comment se rattraper alors? Vous reprenez les dossiers et puis ceux qui sont là et dont vous avez réellement besoin, ils restent dans l'administration. Sinon, comment voulez-vous avancer? Il n'est pas trop tard, c'est des Guinéens, ils sont encore là, ils ne sont pas partis, non? Il faut trouver un moyen de régler ça. Moi, j'estime que c'est très important ce que je suis en train de dire sur ce plan-là. J'ai été très surpris. Le nombre est élevé et les bases sur lesquelles si c'est fait, n'est pas clair. Et il faut enlever l'idée aux gens que ça crée de l'emploi quelque part, ça crée rien du tout. Ouais. Les besoins qu'il y a d'emploi aujourd'hui ici, c'est 200, 300 000 personnes, ce n'est pas 2000 fonctionnaires, non. Mais pendant ce temps, surtout que monsieur le président, la formation des ressources humaines, ça coûte cher. Ça coûte cher et ça prend aussi ça prend du temps. Voilà pourquoi ceux qui ont été formés, qui ont fait, il ne faut pas les renvoyer tous en même temps. Bien. Mais beaucoup sont bien formés, la chef ouvrière de l'administration, qui sont aussi mis de côté pour des raisons peut-être subjectives qu'on peut également employer dans tous les départements. Pendant tout ce temps, et d'ailleurs qui faisaient le travail pour peut-être la plupart de ceux-là qu'on appelle expérimentés. Nous disons la même chose. Il faut que ceux qui ont de l'expérience puissent continuer à être utiles à la Guinée. Il ne faut pas les mettre de côté. Moi, je me rappelle, j'avais un ministre dans le gouvernement d'Alpha Condé, le ministre Tal, sur le problème de l'élevage. Il avait un vieux qui devait aller à la retraite. Il m'a dit, mais s'il s'en va à la retraite, les jeunes qui sont là, ils ne sont pas prêts à faire ça. C'est vraiment la bibliothèque du ministère. En plus, c'est lui qui a suivi l'évolution. Donc, on a dû essayer de proroger le temps qu'il devait rester. Mais ça, c'est tout à fait normal pour que les jeunes qui arrivent soient formés. Parce que l'expérience dans cette affaire-là, dans la gestion de l'État, c'est le maître mot. Hein. Le maître mot. Bien. La relève n'est pas assurée. Allez-y, Talib. Voilà. Alors, parlant de la situation économique, certains se posent des questions sur ce qui pourrait expliquer, disons, l'appréciation du franc guinéen par rapport monnaie étrangère. Aux devises. Il n'y a plus de demande de devises parce qu'on ne fait pas de commande. Pas d'activité économique. Ceux qui font de l'importation n'en font pas. Donc les dollars sont là, personne n'en a besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de demande. Et qu'est-ce que c'est cette chute-là jusqu'à 830, 840 je veux dire, ça peut continuer un moment, mais vous le compenserez par la hausse des prix dans la mesure où les gens ne commandent pas de produits. Quand les produits vont manquer sur le marché, il faut lui demander, les prix vont monter. Bien. Alors, vous êtes cash là-dessus, pas de FNEX pour la Guinée durant cette transition? Non, c'est pas moi. En général, vous ne pouvez pas négocier pendant cette période-là. Dans la mesure où les gens estiment que c'est une période d'exception. Et que c'est l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi on insiste là-dessus. Mais un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il faut un retour rapide. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver des dispositions rapides pour gagner de l'argent. Comment, par quel moyen on peut, un gouvernement de transition peut mobiliser fortement les ressources budgétaires intérieures?
les recettes, meilleure organisation, peut-être moins de corruption, moins de dépenses publiques. Ce sont des choses que nous pouvons essayer de faire. Mais à la longue, ça reste un problème. Parce que vous n'avez pas de collaboration avec l'extérieur. Avec l'extérieur sur ces questions-là. Surtout, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, où vous ne pouvez même pas, où vous êtes sous sanction. Nous, heureusement, on n'est pas sous sanction. Profitons-en pour mettre un peu d'ordre. Et la chose la plus rapide pour le moment, c'est nous les fonctionnaires, là, allez regarder nos comptes et prenez un peu l'argent qui est là au moins. Bien, allez-y. Abakar, un peu de retour aux années 96, M. Sidia arrive Premier ministre. De façon magique, on assiste à l'allègement du panier de la ménagère. Le jus était venu à 300 francs guinéens seulement. Et pourquoi vous ne donnez pas aujourd'hui cette formule magique aux autorités pour que le panier de la ménagère soit encore allégé? Puisque tout le problème aujourd'hui, il y a des réformes, mais pratiquement, ça n'a aucun impact sur le panier de la ménagère. On n'était pas en transition en 87. Donc, ce qui fait déjà que le système était totalement différent. Même sous Alpha Condé. Oui, là maintenant, c'est une question de confiance. Je veux dire, le système libéral, c'est vraiment la perception de ceux qui font des affaires par rapport à la direction du pays. Quand vous inspirez confiance, en général, les gens investissent. Si vous n'inspirez pas confiance, les gens sont dans l'expectative. Dans le cas d'Alpha Condé, c'est la corruption qui a fait qu'on n'est pas arrivé là. Sinon, il y avait un potentiel énorme. Mais il y avait un système de corruption tellement élargi, tellement prédateur, que réellement, on avait perdu totalement la notion même d'investissement pour l'État. Donc tout était dans les poches des uns et des autres. Les investisseurs ont compris qu'en mettant de l'argent, à part les miniers, et qui travaillent en autarcie, ça n'avait aucun effet sur l'économie guinéenne. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Il y a peut-être les recettes, et les recettes là, on sait où c'est parti entre-temps. Donc on était dans une situation totalement différente. Et cette période-là, quand nous sommes arrivés, la première chose que nous avons fait, c'est rétablir la confiance, discuter avec les syndicats, se mettre d'accord sur de nouveaux salaires, ainsi de suite, et aller du tout au Fonds monétaire, au lieu d'avoir 8 mois pour des négociations, en 3 mois, on a eu un programme. Dès que vous avez un programme économique avec le Fonds, ce n'est pas tellement l'argent qu'il vous donne, mais les autres opérateurs dans le secteur de l'économie se disent, ah non, si le Fonds est d'accord, ça veut dire que c'est une bonne trajectoire. Or, malheureusement, ce genre de négociation, on ne pouvait pas le faire dans une transition. Un mot sur le secteur des mines pendant cette transition et sur le secteur agricole. Nous savons très bien que ce sont deux secteurs qui vous tiennent à cœur. Comment le CNRD devrait s'y prendre dans la gestion de ces deux secteurs? Les mines, c'est Akumba qui connaît ça. Moi, je suis pas très minier. Mais le fond, à ce niveau, il faut déjà commencer par savoir qu'est-ce qu'on a entre les mains, honnêtement. Ce secteur avec Alpha, c'était un tel cafouillage. Moi, je n'en sais vraiment rien. Je sais qu'il y a des recettes qui devaient rentrer. Et quand vous regardez le budget, c'est pas ce que vous voyez. Donc, je crois qu'il faut au moins faire le point. Je crois qu'il peut aider beaucoup à cela parce que c'est lui qui en parle tout le temps. Le secteur de l'agriculture, j'en parle. Les Guinéens estiment que j'en parle trop. Mais quand vous avez 70-75% de votre population qui est en zone rurale, si vous ne parlez pas d'eux, mais vous parlez de quel Guinéen? C'est ceux-là ils sont les plus nombreux. Bon, j'ai vu dans le budget, ça c'est une des choses qui m'a un peu étonné. D'accord, ils disent qu'ils ont doublé les affectations au niveau agricole de 2,4, je crois, 4%. Bon, mais c'est vraiment très peu. Il devrait être au moins 15% pour qu'on permette à ces gens-là d'améliorer leurs conditions de vie. L'objectif de tout ça, j'avais un professeur d'économie qui me disait, l'objectif de toute cette gymnastique politico-économique et tout ça, c'est améliorer la condition de vie des populations. Si vous faites une politique économique qui ne vous donne ni maison, ni école, ni travail, laissez tomber. Ça ne sert à rien. Si les populations n'ont pas le bénéfice de ce que vous avez comme activité, c'est que votre activité elle est nulle. Et pendant les 10-11 ans là, ça a été vraiment nul. On en est aujourd'hui à un point où il faut réfléchir à cela, mais le CNRD a très peu de temps pour ça. Bien. C'est un processus. Bien. Il nous reste 4 minutes, Talibé. Peut-être avant votre question. Un mot sur... parce que c'est une transition éminemment politique. Un mot sur celui qui va vraiment être au cœur de l'organisation des élections, le ministre Mori Condé. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il vous rassure?
Écoutez, ce que vous me demandez là, ça c'est personnel. Je ne suis pas là pour un débat personnel. Je le connais, je l'ai vu. Bon, on verra bien. Hein. Nous serons là pour faire nos propositions. Très bien. Vous le connaissiez avant qu'il ne soit Non, ministre? pas du tout. Oui, les deux dernières questions. Oui, Ouais, moi, allez-y. Juste une petite question de clarification parce que je vais commander votre explication là-dessus. Nous avons diffusé une enquête ici où on a ressorti une centaine de fonctionnaires ou bien une centaine de contractuels qui prenaient par mois et par individu entre 450 millions et 220 millions. En avez-vous entendu parler? Non, honnêtement, non. J'ai entendu, je crois que je t'ai entendu une fois parler de ça à l'émission. Bien. Je n'ai pas bien compris parce que le montant me paraissait tellement... 450 millions par mois. Ah, c'est par mois même? Par mois. Ouais, mais ça, c'est passé par quel trésor pour payer ou quel budget? Je ne sais pas. Ça veut Bien. dire rien dire. Mohamed Kaba, l'avant-dernière question. Monsieur le Président, parlons à présent de quelqu'un qui a géré la transition, le général Sekouba Konaté. Il a été très clair. Il souhaite une transition minimum 3 ans et maximum 5 ans. Qu'en pensez-vous? Son point de vue. Oui, mais en tant que politique. Non, nous avons déposé un mémo dans lequel nous avons dit que nous estimons que la transition devait être de 15 mois. Donc, Ok, une durée de 15 mois. Est-ce que l'étalement des élections, comme on le prévoit, De la base au sommet. 15 mois, c'est suffisant pour faire autant d'élections? même 5 ans, ce n'est pas suffisant pour faire ça. Donc il va falloir à un moment donné faire un choix. À un moment donné, ce sont nos propositions. Le dialogue permet de régler ces questions-là pour dire non, nous, notre point de vue, c'est cela. Nous pouvons arguer du fait que, attention, nous n'avons pas assez de temps financièrement parce que tout ça n'est pas uniquement élection. Il faut tenir aussi le fonctionnement du pays. Hein. Donc voilà pourquoi le dialogue est utile. Donc c'est mieux que le colonel reste jusqu'en 2026. Si les Guinéens décident que c'est ça, ce sera la position des Guinéens. Quand vous entendez refondation de l'État, rectification institutionnelle, Je me dis, c'est très bien. comment ça sonne? Ça sonne comme refondation, restructuration. Non, je pense Vous pensez que la transition a vocation de faire de procéder à une refondation de l'État? Écoutez, refonder l'État peut être des décisions assez... Ça peut être des décisions assez rapides. Par exemple, la CRIEF, la chasse à la gabégie. C'est une manière de refonder l'État. Hein. Je crois que c'est pas plus mal. Bon, aller au-delà, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce sont des points d'ancrage qui permettent aux Guinéens de comprendre que dorénavant, l'État ne fonctionnera pas avec autant de gabégie. C'est une manière de refonder les esprits et de comprendre que chacun ira selon ses capacités. Et voilà, ça c'est un point qui peut être... Il y a d'autres décisions comme... Maintenant la question, est-ce que la refondation elle est uniquement à ce niveau ou bien encore il y a d'autres idées moins claires? Dialogue national. Bien. Un mot bien entendu. peut-être sur la suspension de la Guinée et de l'AGOA par les États-Unis. C'est pas une bonne chose. Mais bon, le fait est qu'aussi, on n'exporte pas beaucoup. Un pays comme l'Éthiopie a beaucoup souffert de ça, parce qu'il y a des milliers de travailleurs qui travaillent dans un secteur dans lequel ils exportent vis-à-vis des États-Unis. En Guinée, ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça veut dire que de toute façon, nous perdons énormément. Je veux dire, même au moment où l'AGOA était là, nous n'étions pas à même de fournir ce qu'il fallait. On devrait s'attacher à cela parce que les gens vous ouvrent un marché large comme ça. Même si vous devez appeler des investisseurs d'autres pays, venez ici créer du travail en Guinée et nous allons exporter aux États-Unis. Cela se fait. Si on nous sort de là, pour le moment, je ne pense pas qu'on perd grand-chose parce que je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui font ça ici. Mais c'est pas une bonne réputation pour le pays. Bien, toute dernière question. Le colonel annonce des assises nationales sous la bannière de journée de vérité et de pardon durant ce premier trimestre de 2022. Est-ce nécessaire? Je ne sais pas de quoi il s'agit là. Ce que vous me dites. Non, mais il l'a dit dans son adresse à la nation le 31 décembre. Cela ne veut pas dire que je comprends de quoi il s'agit. Pour le moment, la rebaptisation de l'aéroport. Il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Je crois que vraiment, j'ai pas besoin de m'exprimer. Bien. Donc vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle de journée de vérité et de pardon? Il faut qu'on nous définisse qu'est-ce que c'est. Alpha avait fait un travail ici avec les religieux. Avec les religieux, il y a un document. Est-ce que c'est sur la base de ce document-là que nous allons partir? De toute façon, vous êtes obligés,
si vous voulez rencontrer les gens pour débattre de ces questions, d'avoir une base de discussion. Est-ce que ce document sera la base de discussion? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on nous sorte un document qui nous permette de nous prononcer sur quoi que ce soit. Merci à vous, M. Sidia Touré. C'est moi qui vous remercie. Grand merci pour, en tout cas, avoir... Et merci à Jamilat, nous allons nous battre pour avoir des salaires comme ça, nous aussi. Merci à vous tous, grand merci à tous les chroniqueurs, grand merci donc au président de l'UFR, M. Sidia Touré, donc, qui a accepté d'être notre premier invité en ce 17 janvier. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous aussi, auditeurs et téléspectateurs. Vous nous avez suivis aux 4 coins du monde. Grand merci. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Film FM. Au revoir. À demain à 8h. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.